Dans un dossier d'alerte logistique de la Wehrmacht, marqué en rouge « Priorité maximale », une série de rapports se succèdent comme un électrocardiogramme qui déraille. Au début, tout paraît maîtrisé. Puis, en moins de 72 heures, les mots changent, retard, congestion totale, et enfin, sabotage probable, auteur inconnu. Dans la marge, au crayon, une seule phrase rageuse. Cette ligne est en train de mourir. Sur les cartes d'état-major, cette ligne n'est qu'un trait noir de 180 km de long, censé avaler et recracher des trains à la minute près. 24 convois de la Wehrmacht doivent y circuler en 3 jours. Plus de 11 000 tonnes de carburant, de munitions et d'équipements, près de 9 000 soldats en transit. Sur le papier, les horaires s'enchaînent comme une horloge de précision. Dans la réalité, les gares de triage saturent, des trains restent bloqués, 7, 12, 19 heures, certains tournent en rond entre 3 petites villes sans jamais atteindre le front. Au centre de cette anomalie, un nom n'apparaît jamais. Pas de dénonciation, pas de procès. Mais dans un brouillon oublié, une main française a écrit au crayon. TCO, Louis D. Derrière ces initiales, il y a Louis Delorme, 41 ans, cheminot, spécialiste de la circulation et du triage. Assis devant un grand tableau de contrôle, il fait danser des trains sur 200 km de rails, avec des formulaires, des codes et un manipulateur de télégraphe. Sa mission, transmise par la résistance, tient en une phrase impossible. Paralyser une ligne de ravitaillement nazi pendant au moins 48 à 72 heures, sans explosifs, sans sabotage visible, uniquement avec du papier et des horaires. Chaque matin, à 6h10, Louis traverse le vaste faisceau de la gare de triage. L'air sent le charbon, la graisse chaude et la pluie sur les traverses. Devant lui, une forêt de signaux. Des kilomètres de rails qui se divisent, se croisent, se referment comme des mâchoires. Il connaît chaque courbe, chaque voie de débord, chaque tunnel à voie unique entre la côte et l'intérieur des terres. Il sait exactement où la moindre erreur de priorité peut transformer la ligne parfaite en entonnoir. Quelques jours après le débarquement, à 21h03, il rencontre son contact du maquis dans l'arrière-salle d'un café déjà plongé dans la pénombre. Sur la table, à côté d'un verre qui sent encore l'anis, on pose un petit carnet de cuir usé. À l'intérieur, 3 points encerclés en rouge sur une carte, une gare même de triage, un tunnel unique à 42 km plus à l'ouest, un nœud secondaire près d'un pont sur la rivière. Si ces 3 points se bloquent en même temps, la ligne s'étouffe, dit calmement le maquisard. Louis n'a pas besoin de vérifier. Il le sait déjà. Le premier coup part 2 jours plus tard, à 7h42. Dans le bureau de circulation, sous une lumière blafarde qui fait briller l'encre violette, Louis remplit un formulaire de composition pour un convoi de carburant crucial. 37 wagons-citernes, près de 1800 tonnes d'essence destinées à des unités blindées. Le train porte le numéro 45321 et doit être noté P1, priorité absolue. Sa main tremble une fraction de seconde au-dessus de la grille. Puis il trace un 3 au lieu d'un 1. Un seul chiffre. Le convoi 45321 devient officiellement P3, derrière des trains de troupes et même des transports de matériel moins urgents. À 9h15, lorsque le convoi se présente, un officier allemand s'étonne de le voir relégué sur une voie de service, la 17B, coincé derrière un train de wagons couverts. Louis sort le formulaire, montre le P3 en haussant légèrement les épaules. L'officier soupire, vérifie l'heure, 9h18. Les bombardiers alliés tournent parfois au-dessus de la région à partir de 10h. Il n'a pas le temps de discuter chaque détail. « Sehr gut, mais faites vite », lâche-t-il. Le train de carburant attendra là. Moteur coupé, 1 heure. Puis 3. Puis 9. Le deuxième coup ressemble à une simple confusion. À 13h27, la pièce sent le tabac froid et la sueur quand Louis pose 2 dépêches l'une à côté de l'autre. Train 667-208, lourd convoi de munitions. Train 667-1028, convoi de matériel divers. 2 chiffres inversés, 2 destinations différentes. Sur le réseau, un tunnel à voie unique à exactement 58, 4 km à l'ouest de la gare. Il suffit que ces 2 trains se présentent quasi en même temps à l'entrée du même goulot pour que tout se grippe. Louis tape une série de messages sur le manipulateur, redistribue légèrement les horaires, joue sur 3 minutes ici, 5 minutes là. À 15h02, les 2 trains s'engagent sur le même axe, à moins de 12 km l'un de l'autre. À 16h19, le téléphone sonne, sec, tranchant. Une voix allemande crie presque « Verkehrstörung !»
Blocage total dans le tunnel de K. 2 trains, même section, circulation interrompue. Louis pince les lèvres, regarde le grand tableau lumineux. Une petite ampoule rouge s'allume sur le segment du tunnel, puis une deuxième, puis une troisième sur la gare en amont. Dans la pièce, l'odeur de chaudronnerie et de papier humide se mélange à la tension. Officiellement, ce n'est qu'un incident de gestion. En pratique, toute la branche ouest vient de perdre plus de 14 heures de capacité. Le troisième coup frappe la plus grande peur allemande du moment. Les bombardements et les tunnels piégés. La nuit suivante, à 2h35, Louis est seul dans la salle de contrôle avec un opérateur allemand endormi sur sa chaise. La lampe de bureau trace un cercle jaune sur le cahier des messages. Il rédige lentement un avis d'alerte, en allemand impeccable appris avant-guerre. Rumeur d'endommagement de la voûte d'un tunnel clé. Risque de fumée piégée. Danger pour les convois lourds. Code interne correct. Signature imitée d'un ingénieur militaire connu. Référence à un bombardement de la veille. Il glisse le message dans le flux des dépêches officielles. Le lendemain, à 10h07, l'ordre tombe. Par mesure de sécurité, détourner tous les trains militaires de plus de 600 tonnes, éviter le tunnel jusqu'à nouvel ordre. Sur le tableau de Louis, 7 numéros se déplacent. 7 convois militaires lourds, dont 2 transports de troupes et 3 trains de munitions, sont basculés sur une boucle alternative entre 3 gares secondaires distantes de 27, 31 et 38 km. Le triangle parfait du cauchemar logistique. À 18h23, un de ces trains passe pour la deuxième fois dans la même gare, sous le même clocher. Un cheminot français griffonne en douce sur son carnet. Boucle infernale. Pendant ce temps, la machine allemande s'agite. Des officiers se penchent sur les schémas, des téléphones sonnent à 5h12, 6h48, 8h03. On questionne les signaleurs, on fouille les formulaires, on blâme la fatigue du personnel français, le stress des bombardements, un manque de discipline. À 19h40, un homme de la Gestapo interroge Louis dans une petite pièce qui sent le cuir mouillé et le café rassis. « Vous contrôlez ce tableau, oui ? Pourquoi ces trains sont-ils en retard ?» Louis répond avec des chiffres. Bombardement à tel kilomètre, panne de locomotive à 32, 7 km de la gare, indisponibilité d'une voie d'évitement. Tout est vrai. Il a simplement choisi quelle vérité mettre en avant. La scène décisive se joue dans la nuit du 3e jour. Il est 3h17. Dehors, la pluie fine martèle la tôle du dépôt. Dans la salle de contrôle, le silence est seulement troublé par le cliquetis des relais et le bourdonnement du néon. Louis se tient debout devant le grand tableau lumineux. Chaque ampoule représente un train, une voie, un signal. Ce soir, la moitié du panneau est constellée de rouge et de jaune. 13 convois militaires apparaissent en même temps comme en attente, bloqués ou détournés sur différents points de la ligne. Pendant quelques secondes, il ne voit plus des numéros, mais des poids. Ici, un convoi de 950 tonnes de munitions coincées sur une voie de débord trop courte. Là, 700 tonnes de carburant immobilisées en rase campagne. Plus loin, un train de 1200 soldats obligés d'attendre qu'on libère un croisement. Son doigt se pose sur un dernier formulaire posé sur le pupitre. Il y a un numéro de train, une heure de départ prévue, 3h25. Tout ce qu'il a à faire, c'est ajouter un petit trait, transformer un 5 en 8. 3 minutes de plus sur le papier. Mais 3 minutes qui, à l'autre bout de la ligne, condamneront un autre train à rester sous un signal fermé, bloquant le suivant, et ainsi de suite sur des dizaines de kilomètres. Il sent la pointe du stylo mordre le papier. Une goutte de sueur froide lui coule le long du dos. Le tic-tac de l'horloge murale, derrière lui, frappe chaque seconde comme un coup de marteau. Il pense au bruit des chenilles allemandes en Normandie, à 300 km de là. Puis il tire doucement le trait. Le 5 devient 8. L'ordre part quelques minutes plus tard, sur une bande de télégraphe qui sent l'encre et l'ozone. Les effets se propagent comme une onde de choc invisible. Dans une garnison à 90 km, un officier note à 7h02, pas de carburant, véhicules immobilisés. Sur une batterie de DCA à 110 km du triage, un sous-officier écrit « Munitions en rupture, délai annoncé, 36 heures ». Plus loin, une unité d'infanterie signale « Train de renforts introuvables, horaire non respecté ». Aucun d'eux ne connaît Louis. Aucun n'imagine que leur message rejoint une pile de rapports qui parlent tous de la même chose. Une ligne de ravitaillement qui ne répond plus. Quand les Allemands essaient de reconstituer la chaîne, il est déjà trop tard. Les bombardements alliés ont profité de cette fragilité.
Des trains bloqués en faisceau sont frappés à 14h27. Des wagons vides et des wagons vitaux se trouvent de mélangés sur des voies impossibles à dégager rapidement. Dans un mémo rageur, un colonel résume « Congestion exceptionnelle, usage irrationnel des capacités, probable sabotage administratif, responsable non identifié ». Après la libération, les dossiers sont empilés, tamponnés, oubliés. Louis retourne à une vie presque ordinaire. Quelques années plus tard, il traverse encore le dépôt à 6h10, l'odeur de charbon et de graisse dans le nez, mais cette fois sous un ciel sans drapeau à croix gammée. Son nom n'apparaît pas sur les monuments, pas dans les livres d'histoire. Il subsiste seulement dans des chiffres qui ne collent pas, dans ces 72 heures où 24 trains prévus n'ont jamais atteint le front. Dans ces 3 jours où, sans dynamite, sans fusil, un cheminot français a transformé des formulaires et des horaires en armes de destruction logistique massive. Si cette histoire t'a marqué, si tu veux découvrir d'autres dossiers où quelques Français anonymes ont fait plier la machine de guerre nazie, abonne-toi et reste avec nous. Il y a encore beaucoup d'archives à ouvrir.